Ah, vous avez carrément pris ce métier. Ouais, qui est et un du coup, on grade de ouf. devient logisticien malgré nous. Et c'est fou parce que tu vois, moi personnellement, pendant en 2018, tu me dis le mot padel, j'ai que le machin qui va sur l'eau. Je n'ai même jamais vu une raquette de padel. Donc en fait, déjà, dès que tu passes le demi-million de pratiquants, du coup, là, tu peux dire qu'il y a un marché qui devient Ouais, comme intéressant. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, juste pour le sponsoring de la marque. Pourquoi en fait choisir d'intégrer la logistique? Est-ce que c'est un peu malgré vous ou est-ce qu'en fait c'était un vrai choix stratégique en fait? C'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose encore aujourd'hui pour être franc. Nous, on gère notre logistique en interne. Ah ok. Et du coup, ça, c'est un vrai sujet parce que... Ah, vous n'avez pas de logisticien? Non, du tout, du tout. Putain. Non, non. Ah, vous avez carrément pris ce métier. Ouais, Qui est et un du coup, on grade de ouf. devient logisticien malgré nous. On a toujours géré notre logistique en interne. On devient de plus en plus professionnel. Et on pourra en parler, mais on a commencé au club, en haut, dans une salle, on est 50 mètres carrés. On est parti à 300, 1002. Et là, on va avoir 3500 mètres carrés de stockage. On va tout entreposer et puis gérer la log nous-mêmes, quoi. Bon, de toute façon, on va refaire l'histoire. Je Ouais. pense même ça a commencé à enregistrer là. Bon, du coup, c'est bon. On peut commencer. Mais du coup, c'est en quelle année que vous avez monté le shop au début, hein? On a monté le shop toute fin 2020. Première vente le 18 décembre 2020. Du coup, première année complète en 2021. Donc ça fait 4 ans et demi. Ah, mais en fait, c'est juste ultra récent. En fait, du coup, vous avez monté Esprit Paddle. C'est quoi espritpaddle.com, hein? Esprit Paddle Shop. Espritpaddleshop.com. Ouais, exactement. Il y a le club, du coup, Esprit Paddle, qui a été monté en 2018. Là, qui est un vrai club de paddle. Où tu peux Exactement. jouer à 8 Lyon. terrains à Lyon, le 8 terrains indoor à Lyon. Esprit Paddle Shop a été monté 2-3 ans après. Pendant le Covid, en fait, on ne bossait pas. On était à l'arrêt, on s'est posé la question de monter un shop en ligne. Et on a fait ça pendant qu'on avait du temps libre, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est fou et que je trouve passionnant quand même dans ce monde du paddle. Et c'est ce qui, moi, déjà, il y a le jeu, bien sûr, qui m'attire, Ouais. qui m'excite, mais il y a en fait tout cet univers lifestyle et business qu'il y a autour. C'est qu'en fait, on a l'impression que vous êtes là depuis toujours, vous êtes numéro un. J'ai plus les chiffres, mais genre, vous faites quasi ou plus de 10 millions d'euros l'année dernière ou cette année, je sais plus, on en parlera tout à l'heure. Mais alors qu'en fait, vous avez juste commencé il y a 4 ans, quoi. Enfin, Ouais, 4-5 ans. ouais. Enfin, en fait, comme moi qui ai commencé le paddle et comme beaucoup, je pense, 90% des joueurs aujourd'hui ont commencé le paddle en fait après le Covid, quoi. Et le Covid, c'était hier, quoi. Exactement. Nous, on a de la chance parce qu'on a commencé juste avant et du coup, on a profité, on a vu de nos propres yeux le boom d'avant, enfin, d'après Covid, où il y a vraiment eu un avant et un après pour nous. Et du coup, le shop, on l'a monté pendant et on l'a lancé juste après le Covid. Et effectivement, depuis, on est en hyper croissance, on fait que croître. On a grandi l'équipe, on développe. Aujourd'hui, on est leader sur la partie sur le marché français. Donc, pour rappel, nous, on vend du matériel de paddle, donc on achète aux marques, Ouais, on vous êtes très stocke vendeur. et on vend aux particuliers sur Internet, tout simplement. Et en fait, alors du coup, moi, ce que je kiffe bien avec ton histoire, c'est que moi, j'ai eu à peu près la même, du coup, il y a 15 ans, Ouais, quand je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es arrivé en stage, en fait, toi, dans ce ouais, club de paddle. Donc, exactement. de base, il n'y a pas de shop, pas d'e-commerce, etc. Le club, du coup, il existait depuis quand? Le club monté en 2018, il est ouvert en janvier 2018. Moi, je suis arrivé en février 2018, le 26 février 2018, le jour de mon anniversaire. Putain, je suis du 27. Ah, c'est vrai? Écoute, ouais. Putain, énorme. Un poisson aussi. Exactement. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis arrivé un mois après l'ouverture pour gérer la com, faire les visuels, gérer les réseaux sociaux du club pour le lancement. Et il se trouve que le stage s'était bien passé. Sébastien Cornet, qui est mon associé aujourd'hui, qui était mon ancien boss, avait besoin de moi pour gérer le club avec lui. Il m'a embauché en CDI. Et pendant le confinement, on a réfléchi à monter un shop, de créer une structure à part entière. Du coup, on s'est associé sur la partie shop et c'est moi qui ai pris le leadership sur ce projet, qui ai monté le site et qui l'ai développé et qui le gère jusqu'à maintenant. Et en fait, alors pareil, là j'ai un million de questions qui me passent, mais j'en ai déjà une première. Ouais. C'est que est-ce que du coup le shop c'était un peu prévu ou est-ce qu'en fait c'est le Covid où là du coup vous étiez complètement à l'arrêt puisque vous aviez un métier d'accueil en fait Ouais. de public. Est-ce que du coup c'est le Covid qui a donné l'opportunité de ça? Est-ce que sans le Covid il y a Esprit Paddle Shop? En fait, on se posait la question de créer un site en ligne, Ça peut accéléré quoi. mais comme on se posait la question de faire plein d'autres trucs. Parce Ouais. que voilà, moi j'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale, je voulais monter une boîte et c'est vrai qu'avec Sébastien, qui lui aussi est un entrepreneur, on avait des idées, on voulait faire des choses et effectivement l'occasion du Covid fait qu'on arrête de bosser, du coup les idées qu'on avait pour le club, on ne pouvait pas les mettre en place et l'idée qu'on avait pour le shop, on s'est dit pourquoi pas lancer maintenant, c'est le bon moment.
Et on a fait ça un peu grâce au Covid, quoi. Je te prends juste une minute pour te parler de mon nouveau partenaire Payfit qui m'accompagne sur la paye et la génération des bulletins de salaire de mes salariés. Parce que je vais pas te mentir, la paye, c'est le truc que j'ai le plus détesté quand j'ai monté ma boîte. En gros, toi tu veux construire, vendre, recruter, mais pas passer 3 heures à comprendre un bulletin de salaire. Et pourtant, la première fois que j'ai dû en faire un, j'étais en galère totale. Fichier Excel par-ci, fichier CSV par-là, déclaration sociale, tu te sens comme un chirurgien sans diplôme. En gros, une seule erreur et ça peut te coûter une fortune. Et c'est là que j'ai découvert Payfit. C'était en 2016. Je lançais Kimono avec mon associé Olivier. On était chez The Family et Payfit venait également de cet écosystème. À l'époque, je m'en rappelle, ils étaient à peine 30. Aujourd'hui, imagine-toi, ils sont 700 et ils accompagnent 18 000 clients satisfaits. Et à l'époque, leur promesse m'a véritablement scotché. Automatiser 100% de la paie et des ressources humaines. Et c'est exactement ce qu'on a fait à l'époque. Je ne gère plus rien du tout à la main. Les bulletins sont générés automatiquement chaque mois. Les congés, absences, notes de frais sont totalement intégrés en temps réel. Les déclarations sociales sont faites à ma place et je paie tous les salaires en un seul clic via Conto et leur API avec Payfit. Et il y a même un assistant IA qui te répond quand tu veux. Et vraiment, si tu as un doute, tu as un vrai humain qui te répond 7 jours sur 7. Le résultat, il est simple, hein. Tu gagnes du temps, moi je fais 0 erreur, j'économise 300 balles par mois de forfait social avec mon expert comptable et surtout, je ne pense même plus à la paie. Donc si tu es en train de lancer ta boîte, crois-moi, ne laisse pas la paie te voler du temps et de l'énergie mentale. Automatise-la avec Payfit, comme moi et comme 18 000 autres clients. Et je t'ai négocié un truc de ouf. Tu vas pouvoir tester 3 mois 100% gratuitement avec le lien qui est en description de cet épisode. Et maintenant, bonne écoute à tous et merci encore à Payfit. Ok, hein, en fait, c'est fou comment... Ça, quand tu parles aux entrepreneurs, il n'y a personne qui se rappelle du Covid comme un mauvais souvenir parce qu'en fait, ça a été un nid d'opportunités en fait. Moi, personnellement, ça a été l'opportunité de ma vie. Ouais, non, Donc, mais il y a tellement de monde fou. qui était sur ce fauteuil et qui Dingue. disent la même chose. Et juste pour refaire du coup un bac en 2018, parce que à l'époque, le paddle, même en 2018, et encore une fois, c'est hier, quoi, c'est il y a à peine 7 ans, quoi, c'est quand même, déjà que c'est encore un petit peu niche, mais là, en 2018, c'est juste ultra niche. C'est ultra niche et en 2018, il y a des clubs qui se montent, il y a des clubs qui ferment. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de clubs qui ferment, quoi. Ça ouvre de partout, quoi. Ça ouvre de partout. Et du coup, oui, ça commence tout juste à se développer. Les clubs ouvrent. Nous, je me rappelle, on était ouverts, mais les créneaux, ils étaient remplis de 18 à 21 heures. Et après, tout le reste de la journée, on se battait. On se battait littéralement pour essayer de remplir les créneaux, quoi. Et c'était super compliqué de remplir les créneaux du matin, de l'après-midi, même du midi, c'était chaud. Alors qu'aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est quasi 100% de taux de réservation, quoi. Donc c'est énorme. Mais c'est fou parce que tu vois, moi personnellement, par exemple, en 2018, tu me dis le mot padel, j'ai que le machin qui va sur l'eau. Je connais même pas ce sport. Ouais. Je n'ai même jamais vu une raquette de padel, tu vois. C'est assez simple. Moi, on le voit hein, de toute manière en 2018, quand moi j'ai commencé, tu disais padel, il y avait 9 personnes sur 10, même plus que ça, 9,5 personnes sur 10 qui te disaient paddle sur l'eau, quoi. Ouais. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Il y a plus de personnes qui vont dire « Ah oui, je connais le sport de raquette » par rapport à ceux qui vont te dire « Le paddle sur l'eau ». Aujourd'hui, tout le monde connaît, quoi. Ouais, quand même. Ça, quoi, moi, je le vois, en fait, maintenant, quand on me demande ce que je fais, j'ai plus besoin de dire, tu sais, c'est le mini-tennis, là, t'es un petit terrain de 4 et tout. Ça, les gens, quand même, ils voient ce que c'est. Mais toi, du coup, en 2018, c'est-à-dire que tu joues, toi, déjà, ou t'arrives et tu te mets à jouer? Moi, en fait, j'ai fait pas mal de tennis. Étant jeune, j'en ai fait une douzaine d'années, un peu en compète. J'ai passé mon diplôme de moniteur quand j'étais étudiant. Ah oui, t'es chaud quand même. T'étais classé combien? J'étais 4-6. Ah oui, ok. 4-6, c'est assez balèze quand même. Même très balèze. Et du coup, je donnais un peu de cours pendant mes études. Et à la fin de mes études, j'ai fait la fin de mes études sur Nice. Et il se trouve que le paddle a commencé à se développer plutôt dans le sud de la France. Ouais, genre à Aix, tout c'est là qu'il y avait les premiers, Nice en l'occurrence. Et du coup, je fais ma première partie. On se dit avec des potes, on avait vu ça 2-3 fois sur Internet et tout. On dit pourquoi pas essayer. Et du coup, j'essaye le paddle, fin de mes études, Master 2 à Nice. T'étais à Sophia Antipolis en école de commerce? J'étais à l'IAE-Nice. Comment ça s'appelle? IAE. Ah, l'IAE, pardon. IAE de Nice, okay. Ouais, exact. Et du coup, je fais ma première partie au Real Paddle Club à l'époque, qui est le club, qui était le club accolé à Mouratoglou, à l'académie. Okay.
Et du coup, on va essayer ça là-bas. Et putain, et tout de suite, j'adore ça parce que j'ai un passé tennis et le sport de raquette, j'aime ça. Et je me dis, putain, c'est quoi ce sport? J'adore, je kiffe et je tombe amoureux directement de ce sport. Et moi, je voulais bosser dans le tennis à la base. Et je me dis, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose dans le paddle? C'est pas développé, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être une opportunité à aller chercher là-dedans. Et du coup, je cherche des stages dans le tennis, mais également dans le paddle. Et je tombe sur Esprit Paddle, Sébastien Cornet qui venait tout juste de monter Esprit Paddle et qui cherchait un stagiaire pour l'aider sur différentes missions de communication. Je postule, ça se passe bien, il m'embauche et je commence comme ça en fait le paddle avec une partie avec des potes de promo. Et du coup, j'arrive chez Esprit Paddle, j'arrive au tout début et du coup, au tout début, les parties se montent, les gens arrivent au club, ils sont 3, il manque un joueur, du coup, tu complètes. Du coup, je commence à jouer comme ça et puis hyper rapidement, je joue pas tous les jours, mais quasi tous les jours. Et là, je fais tous les tournois du club. Moi, je joue beaucoup. Et à l'époque, je montais 200e français il y a quelques années. Et après, je monte Esprit Paddle Shop. Et depuis, je joue plus au paddle parce que j'ai plus le temps. Ouais, alors tu joues, maintenant tu joues plutôt, tu fais pas mal de contenu là-dessus. Mais alors Ouais, ça, c'est ça. je pense qu'il y aura un énorme volet après création de contenu sur lequel on va discuter. Mais par exemple, donc, juste pour revenir juste à cette courte période 2018, justement 2020, qui est avant que tu te lances vraiment du coup dans l'entrepreneuriat, où tu étais du coup salarié, membre de l'équipe, Ouais. et tu découvrais un peu cet univers. En 2018, tu parles des tournois. En fait, à l'époque, je suppose qu'il n'y en a pas autant que maintenant. Enfin, Non. il y avait déjà les P100, P250. Ouais. Est-ce que c'était déjà sous l'égide de la FFT, enfin Fédération de tennis, ou 2018, c'était ça venait déjà de faire le switch parce Ouais, qu'il y avait eu un exactement. truc? Ouais, c'était déjà géré par la FFT et à l'époque, c'était simple, c'était P100, P250, P500, P1000. Ouais. P1000, il y en avait, je sais pas, 4 ou 5 dans l'année, pas plus. Il y avait pas d'autres tournois. Et nous, on voyait, du coup, on organisait des tournois et on voyait qu'il y avait de la demande sur des plus petits tournois amateurs et tout. Et même avant que ce soit homologué, nous, on a créé des P500, des P50, Ouais. des P25, avant que ce soit homologué. Et après, ça a été homologué. Du coup, aujourd'hui, il y a P25 et il y a même au-dessus de P1000, il y a P1500 et P2000. Ouais, c'est ça, il me semble. Du coup, ça s'est développé, mais à l'époque, il y avait effectivement P100, P250, P500, P1000. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Nous, on en organisait peut-être un ou deux par mois. Aujourd'hui, on a toutes les semaines des tournois homologués, beaucoup, beaucoup plus. Et en plus de ça, il y a d'autres clubs. Donc, il y a d'autres clubs aussi qui en organisent. Du coup, dans la région, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Alors qu'à l'époque, si tu voulais faire un tournoi, fallait attendre 2 semaines. Bon, maintenant, il y en a tout le temps. Et puis, les places, elles partent en moins de 24 heures. Quoi. Ouais. C'est une dinguerie, quoi. Grave. Et donc, du coup, on revient là, du coup, un peu à cette période de Covid. Donc, encore une fois, si on prend, je pense, le nombre de joueurs actifs, peut-être les chiffres, hein, mais le nombre de joueurs actifs en 2020 versus aujourd'hui, c'est simple. Le jour et la nuit, quoi. C'est simple. Moi, quand j'ai commencé le padel, en joueurs classés français, on était 3400 hommes. Ok. 7 ou 800 femmes, il me semble, à l'époque. Aujourd'hui, à l'échelle d'une nation comme la France, 4000 joueurs, c'est juste... 4000 joueurs qui ont déjà fait au moins un tournoi, licenciés qui ont fait au moins un tournoi. Plus de joueurs de raquettes de plage, quoi. C'est ça, exact. Aujourd'hui, on est à 100, on vient de dépasser la barre des 100 000 joueurs hommes qui ont fait au moins un tournoi. Et ce qu'on dit, c'est que du coup, là, on parle que des compétiteurs, 100 000. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a un ratio entre x5 et x8 de joueurs loisirs. Donc, on estime la pratique du paddle en France aux alentours de 500 000, 600, 700, 800 000. Entre 500 et 800 000 joueurs qui pratiquent le paddle en France. Donc, en fait, déjà, dès que tu passes le demi-million de pratiquants, du coup, là, tu peux dire qu'il y a un marché qui devient quand même intéressant. Mais en fait, c'est même pas ce chiffre qui est le plus impressionnant. C'est cette croissance. Parce que là, t'imagines, encore une fois, on parle du Covid, qui est juste, en fait, encore une fois, hier. Et on est sur un chiffre qui a été multiplié par... Par beaucoup. Par beaucoup, hein, tu vois, je suis nul en maths, mais bon, par beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, si on croit dans cette croissance, que ça va pas être un soufflet qui va retomber, etc., moi, j'y crois pas du tout. En fait, de toute façon, on le voit. Moi-même, ça fait 4-5 ans que je joue. Ouais.
le nombre de potes à qui, à un moment donné, bon, ils en ont marre de me voir en parler sur les réseaux, même tout le temps, on fait que de parler de padel et tout. Évidemment, tous les gens qui disent, bah, moi aussi, j'aimerais essayer, j'aimerais essayer, j'aimerais essayer. Et le nombre de joueurs qui disent, j'aimerais essayer et qui finalement deviennent des joueurs, bah, du coup, c'est exponentiel, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, un joueur conquis, il va en convaincre trois, quoi. Donc, c'est ça qui est assez Ouais, et puis impressionnant, c'est quoi. l'avantage de ce sport, hein. De toute façon, tu l'as très bien vu aussi, c'est que tu rentres sur le terrain et tu peux t'amuser assez rapidement, même si tu n'as jamais fait de sport de raquette. En Alors que fait, le la tennis, raquette quand t'es est- nul, c'est dur, quoi. Et ouais, bah, le tennis, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une dizaine d'heures de cours avant de prendre plaisir sur le terrain, Ouais, avant c'est de ça. savoir faire un revers, un coup droit, un service, tu comptes les points, etc. Il faut une dizaine d'heures de cours. Là, le padel, tu peux rentrer sur le terrain, même si tu n'as jamais joué, que tu ne joues pas super bien au sport de raquette, bah, la raquette est plus petite, c'est beaucoup plus maniable, tu tapes plus facilement dans la balle, tu peux taper contre la vitre, tu peux laisser la balle rebondir contre la vitre, la prendre après le rebond, etc. Bon, même si ça, ils ont du mal, hein, les novices. Hein, Ouais, mais à accepter que la balle, elle a le droit de passer parce qu'en fait, elle va revenir. ça, c'est les tennisman qui ont du mal. Ah, parce que la plupart quand même des gens ont déjà essayé le tennis. C'est rare des gens qui Oui. ont jamais. Parce que par contre, quelqu'un qui a jamais fait de sport de raquette qui démarre au paddle, c'est quand même une tanasse. Tu regardes les stats, il y a de plus en plus de joueurs hors tennis qui commencent le padel. Et historiquement, depuis quand ça a commencé à se développer en France, c'était beaucoup d'anciens joueurs de tennis qui se mettaient au padel. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs de foot, par exemple, qui se mettent au padel que de joueurs de tennis qui se mettent au padel. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment en train de se massifier, de se populariser. Et que c'est bien parti pour que ça devienne un vrai sport majeur qui s'ancre dans les... Bah, c'est ça. Tu vois, moi, c'est simple. Avant le paddle, je faisais et du foot et du tennis. J'ai Ouais. arrêté les deux pour faire que du paddle, quoi, tu vois. C'est bon, ça. Mais pareil, ça, j'aime bien ce mot-là, sport majeur, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement encore un sport mineur. Ouais. Mais c'est vrai que peu de gens connaissent cette stat, mais c'est, je crois, que, par exemple, en Espagne, qui est juste à côté de chez nous, quoi, Ouais, exact. c'est en termes de licenciés, c'est le deuxième sport après le foot. Je sais pas si c'est en termes de licenciés, en tout cas en Ou en termes de joueurs. de pratiquants. Ouais. C'est le deuxième sport, juste après le foot. Il y a plus de pratiquants de paddle que de tennis. Donc C'est c'est énorme fou, quand parce qu'il y a quand même Nadal, aujourd'hui Alcaraz. Il y a vraiment des grands noms Oui, il n'y a du pas que tennis. des peintres, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est le deuxième sport. Là-bas, c'est simple, tous les Espagnols ont leur raquette de paddle. Ils ont tous leur raquette de paddle dans leur sac qui traînent à la maison, même s'ils jouent pas souvent, ils ont tous une raquette. Et Tout là-bas, comme ils nous, on a jouent, tous une triplette de pétanque, quoi. ouais, Eux, ils ont tous grosso une modo. raquette de paddle, quoi. Grosso modo, c'est ça. Et tout le monde joue avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est hyper loisir. C'est moins compète, mais c'est hyper loisir. C'est-à-dire que les enfants ils peuvent jouer avec les parents, les grands-parents, ils jouent dans les résidences, ils jouent. C'est un moment social pour eux. Et on est en train de voir venir le phénomène arriver dans pas mal de pays, notamment en France. Et on voit que, notamment avec des clubs un peu premium où il y a un bar, un espace resto, etc., on voit un peu le même phénomène arriver, où tu joues ton paddle, mais c'est pas qu'une partie de paddle. Tu passes un moment après avec tes potes, avec tes partenaires, tu discutes, tu bois ta bière ou ton Perrier et tu profites de ton moment. Et c'est ça qui est intéressant dans ce sport. C'est pas que le paddle, c'est un peu tout ce qui va autour, le lifestyle, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est ça un peu, en fait. De toute façon, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est les... et tu vois, ça, par exemple, c'est une discussion, et d'ailleurs, je crois que tu le connais aussi, que j'avais avec Sébastien Bismuth, le CEO de Célio, qui commence à mettre pas mal aussi, pas mal, il met un peu d'argent dans le paddle parce que ça l'intéresse beaucoup et il voit que c'est quelque chose qui commence à augmenter. Déjà, c'est un peu dans le tennis, donc il regarde le paddle. Mais tu vois, il me montrait, il me dit, tu vois, c'est fou, tu regardes en Espagne, les grands joueurs, parce que c'est vrai qu'on s'est vu hier, parce qu'on a vu ensemble la finale du P2 à Bordeaux, qui est un peu l'équivalent d'un Master 1000 de tennis. Encore merci d'ailleurs pour l'invitation. Donc on a quand même vu une finale femme et une finale homme, et finale homme avec juste les 4 meilleurs joueurs du monde. Donc 2 Espagnols, 2 Argentins, donc Exactement. 2 doublettes mixtes. Et en fait on le voit en Espagne et du coup en Argentine. En fait, c'est des véritables stars. C'est-à-dire que eux, c'est des joueurs qui ont des contrats, alors qui n'ont encore rien à voir avec des footballeurs ou autres, mais qui sont... Enfin, c'est des gros stars, ils ont des gros sponsors, il y a des gros prize money, etc. Alors qu'en France, tu prends le top 10 français, c'est des gens qui gagnent sûrement très bien leur vie, mais c'est pas non plus... Enfin, ça n'a rien à voir avec l'Espagne encore. Non, on est encore très, très loin. Ouais, alors... Ils ne gagnent pas super bien leur vie déjà d'une, les Français. C'est compliqué encore en France aujourd'hui de gagner bien sa vie. Ils sont quand même pas au SMIC, c'est ça en fait. C'est quand même, ils gagnent là, ils peuvent vivre de leur sport quand même. Ouais, ça dépend de qui tu parles. Si tu parles du 10 ou du premier. Je parle du top 10. Entre le 10 et le ouais premier. Ouais, carrément. Je pense pas que le 10e, s'il a l'équilibre, c'est bien.
Ok, ah ouais, à ce point. Ouais, C'est fou quand même. Ouais, c'est dingue. Alors qu'effectivement, un sport qui est joué par 1,5 million de personnes en France, le mec est le 10e meilleur, il vit pas encore même avec les sponsors et tout. Bah ouais, il est à l'équilibre où il gagne un petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Okay. Il fait ça vraiment par passion, quoi. Et tu prends effectivement un top 10 mondial aujourd'hui de paddle. Ouais, c'est des contrats qui, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, juste pour le sponsoring de la marque de raquettes et de tenues. Après, il y a tous les autres sponsors qui viennent, un peu de prize money, même si les prize money au paddle sont encore très faibles par rapport à ceux du tennis. Mais c'est effectivement, comme tu le disais, c'est des stars, quoi. C'est vraiment des stars, ils gagnent eux, pour le coup, ils gagnent très très bien leur vie. Oui, par exemple, hier, Tapia qui a un Qatar Airways sur son t-shirt dans son sponsor principal. Je pense pas qu'il lui file 10 000 balles l'année, quoi. Je pense pas non plus. Donc en fait, c'est ça, ils ont tous les sponsors qu'ils ont sur leur maillot, plus encore une fois l'équipementier. L'équipementier raquette, basket, et en effet, et puis après, ils donnent leur image aussi à des marques. Il y a Galan, lui, il est avec Adidas, il est avec Red Bull, tout ça, voilà. Je pense quand même on est sur des sponsors intéressants. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est fou de prendre ces gars-là, alors que par exemple, le meilleur français, il est même pas dans le top 100 francs, où il est juste bah, les il est meilleurs... 105 ou un truc comme ça, je crois, non? Je sais pas exactement, mais oui, grosso modo, les meilleurs français, ça tourne autour du top 100, ouais, c'est ça. Mais ce qui est fou, donc ça veut dire qu'on a quand même encore une énorme marche à monter, quoi. Et ça, en fait, cette évolution, du coup, là, de cette marche qui a monté, en fait, sur la partie, du coup, sportive et professionnelle, en fait, on a la même, du coup, sur les joueurs, on en a parlé, et du coup, sur tous les business qu'il y a autour. C'est-à-dire que le premier business auquel on pense, c'est évidemment les clubs. Donc ça qui pullule. Alors, on va pas utiliser le mot pulluler parce que c'est un peu comment on appelle ça, qui champignonne. Qui champignonne, ouais, j'allais prendre des champignons, mais il y a sûrement un verbe pour ça. Et du coup, évidemment, il y a aussi du coup le e-commerce. On va y venir. Vous, quand vous vous lancez du coup pendant le Covid, où est-ce qu'on achète sa raquette de paddle? Où est-ce qu'on achète Après, le reste des équipements, ça reste des shorts, c'est les mêmes qu'au tennis. Ça reste de l'équipement sportif normal. Il y a les balles qui sont particulières. Et c'est vrai aussi, les baskets, tu n'as pas les mêmes baskets au paddle qu'au tennis. Les chaussures de paddle, spécifiques. Aujourd'hui, avant, on les achetait où Avant, on les achetait, soit il y avait quelques petits sites français qui commençaient à arriver quand nous, on s'est lancé. Il y avait déjà 2-3 sites français qui étaient là. Et après, surtout des gros sites internationaux, surtout espagnols. Parce que du coup, en Espagne, ça fait 20-25 ans que ça se développe. Et du coup, les gros sites espagnols étaient sur le marché également français. Et du coup, les raquettes de paddle étaient soit achetées en club, mais nous, on le voyait, on en vendait dans le club, parce qu'on avait un petit corner, un pro shop, dans le club. Mais il y avait pas mal de joueurs qui venaient avec des raquettes qu'ils avaient achetées sur Internet. Et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens les achètent sur Internet et pas chez nous? Du coup, on a commencé à poser des questions et effectivement, une histoire d'offres qui était beaucoup plus large sur Internet, histoire de prix également. Puis il y a souvent des promos sur Internet, des ventes privées pour vendre les stocks restants. Exactement. Du coup, une histoire de prix, d'offres, mais on s'est aussi rendu compte que le service, notamment le service après-vente, les politiques commerciales, etc., était vraiment moyenne et qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, et qu'il y avait une marge de progression, un axe d'amélioration à apporter au marché à ce niveau-là. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir. On s'est dit, pourquoi pas créer un site e-commerce, d'une, pour faire tourner un peu plus le stock du club, faire un peu plus de ventes, et de deux, pour apporter aussi cette expertise club et ce service qu'on apporte au club, et essayer de le transposer sur un site e-commerce. C'est vraiment ça l'ADN d'Esprit Paddle Shop, c'est ce qu'on a voulu retranscrire dans le site. Et c'est pour ça que dès le début, on a essayé de faire un site un peu plus quali qu'un simple site e-commerce classique. Et du coup, on a vraiment pris le temps de faire quelque chose de sympa. Et en fait, dès le début, dès le lancement, on a senti une vraie petite traction, une vraie demande sur le marché. Et c'est à partir de là, assez rapidement, au bout de quelques mois, qu'on a décidé de jouer le jeu à fond et d'y aller fort. Mais du coup, pour revenir à ta question, les gens, ils allaient un peu à Decat, mais à Decat, à l'époque, il y avait rien, quoi. Les gens, ils revendaient des marques quand même, Decathlon, parce qu'ils ont fait là aussi leur propre marque, je crois. Ouais, ils ont leur propre marque, exact. Ils revendaient quelques marques, mais c'est toujours un peu faible aujourd'hui, même si ça s'est développé. C'était un sport de niche mineur. Exactement. Mais du coup, ils achetaient sur essentiellement des gros sites espagnols et quelques petits sites français, mais
qui rivalisaient pas encore avec les gros sites internationaux, quoi. Il y avait les sites de tennis aussi, peut-être, Ouais. qui avaient peut-être un Qui corner commençaient. paddle et tout, quoi. Effectivement, les gros sites tennis, ils commençaient tout juste. Et du coup, ils avaient un peu d'offres, mais voilà, c'était les gros Espagnols qui vendaient surtout en France à l'époque. Ok. Donc, quand vous prenez cette décision, si on fait un petit peu les étapes, bon, de toute façon, la brand, bah, c'est simple, hein, vous avez rajouté Ouais. shop, quoi. Exactement. Site sur quoi? Shopify? Ouais. Ok, Ouais. la classique. Bah, après, du coup, il faut une offre. Ouais. Donc là, je suppose, bah, vous ne démarriez pas de zéro puisque vous aviez un pro shop. Donc, du coup, vous aviez déjà un peu les contacts Ouais, exactement. des commerciaux en fait, de toutes les grandes marques, quoi. Ouais, exactement. Et il se trouve qu'on s'est associé aussi avec un autre club dans le centre de la France qui, eux, en fait, avaient aussi envie de monter un site e-commerce et sont venus nous voir en nous disant, bah voilà, nous, on a ces marques, vous avez ces marques, bah venez, on essaye de faire un truc ensemble et on regroupe les marques et on fait quelque chose ensemble, quoi. Et du coup, on avait 5-6 marques au début pour peut-être une trentaine de produits. Tu vois, 30-40 produits, donc c'est vraiment pas grand-chose, mais au début, ça... Après, c'est la loi des 80-20, parce qu'en Ouais. vrai, en fait, au padel, encore une fois, à part Ouais, exactement. acheter déjà les raquettes, On et puis avait les après, best-sellers, les raquettes les plus connues, Ouais. ça a suffi pour le lancement, mais du coup, on a commencé avec 30-40 produits. Aujourd'hui, on en a plus de 10 000 références. Ah ouais, putain. Et, Tout en stock chez vous. ouais, tout en stock. Ouais. Ah, Ouais, my c'est God. pour Bon, ça ça, qu'on on y reviendra après. c'est pour ça qu'on a besoin de Tu sais, place. tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez intégré toute la logistique. Je dis, putain, Ouais. il est fou, quoi. Mais on en parlera après. Du coup, on a commencé avec 30-40 produits. On a lancé ça du coup, toute fin 2020. Et petit à petit, on a élargi. Petit à petit. Et comment vous faites vos premières ventes? Comment les premiers clients, ils arrivent chez vous? Parce que je suppose que vous n'avez pas des réseaux sociaux de fou à l'époque. Non, du À tout. l'époque, il n'y a pas encore des gens qui font des... Mais on a le club pour le coup. Mais vous Le avez donc club, les gens on a du club, ouais. On a une petite communauté, on a activé déjà un peu avec le club, etc. Du coup, on avait des canaux WhatsApp, on avait une page Facebook, on a recréé ça pour Esprit Paddle Shop, mais du coup, on s'est servi un petit peu de la notoriété d'Esprit Paddle pour lancer Esprit Paddle Shop. Et les premiers clients, en fait, c'était des clients du club qui commandaient sur le site. Et je me rappelle de la première vente, c'était un grip Esacor. Tu vois, les grips un peu en nid d'abeille que tu as sur ta raquette d'ailleurs. Ouais, même si moi je mets toujours quand même un surgrip. Oui, t'as le grip Esacor qui a un manchon et il faut mettre un surgrip dessus. Mais toi, tu l'as en dessous de ton surgrip en fait. Ouais, mais moi j'en ai remis un du coup. T'en as remis un encore en plus? Ouais, j'aime bien ce que. Bon, j'allais dire, je suis un gros sueur de main, donc du coup, moi, j'ai besoin d'avoir un truc, je le change toutes les semaines limite. Moi, et t'as déjà essayé le spray un peu collant Alors, je trouve que ça colle un peu trop, mais il y en a d'autres. Il faut que je te fasse tester d'autres. Mais il faut que tu me fasses tester, parce que moi, au début, j'avais acheté l'espèce de crème là, Ouais. tu sais que tu mets, et tu sais que après tu fais comme ça. Ok. C'est très bizarre pour les gens là qui regardent la scène, mais j'ai un pote en effet qui a aussi le spray. Ouais, ça c'est J'avais très essayé collant. une fois. C'est très collant. Mais il y a d'autres alternatives qui sont pas mal. Je te ferai tester. Il faut que je prenne quelle marque du coup? Tu peux tester, il y a de chez Bull Paddle, ils ont sorti des sprays, ils en ont 3 différents qui accrochent plus ou moins. Il faut que tu me redises, ouais, mais en effet. Notamment un qui sèche la main, et du coup ça colle pas, c'est vraiment, ça te sèche la main, ça une petite pellicule blanche, une sorte de magnésie mais liquide, qui te sèche bien la main, et du coup ça empêche la transpiration, quoi. Parce que moi je suis obligé je souffle sur mes mains à chaque sujet, fois, quoi. C'est un vrai sujet au paddle. Et du coup pour revenir à la première vente, on vend un grip Esacor 18,90 je crois, et j'avais oublié de paramétrer les frais d'envoi. Ouais. Du coup à l'époque évidemment on se faisait ouvrir sur les frais d'envoi par les transporteurs. Et voilà, première vente, on n'est pas rentable sur cette vente-là parce que j'avais pas payé les frais d'envoi. Donc petite anecdote rigolote. Et du coup au début on faisait une vente tous les 2-3 jours. Tu vois, c'était une vente, ça pouvait être un grip Esacor ou un short ou une raquette. Du coup c'était soit une vente à 30 €, soit une vente à 150. Et petit à petit, on a communiqué, commencé les réseaux sociaux, etc. Et puis petit à petit, c'était une vente tous les jours, 2, 3. Et avec vous avez tout de suite mis beaucoup de budget, ou au début, c'est vraiment vous essayez de faire que de l'organique? Que de l'organique au début. Je Ok. ne sais plus combien de temps ça a duré, mais en tout cas, quelques mois. Je dirais 6-8 mois que de l'organique. On a fait pas mal de SEO au début, articles de blog, on essaie de bien travailler les fiches produits. Même si ça met du temps à arriver. Mais en fait, on en parlait hier, mais ça, en fait, tous ceux qui montent un e-commerce, mais travaillez votre SEO tout de suite. Votre vous, dans 2 ans, vous remerciera, quoi, en fait. Exactement. C'est un pilier hyper important, c'est un vrai actif en plus pour l'entreprise. Donc SEO et puis réseaux sociaux en organique, quoi. On publiait
un peu souvent, un peu tout le temps. Et ça a fait faire les premières ventes. Et après, voilà, on est venu un peu mettre de l'huile sur le feu avec du budget marketing. Et petit à petit, en élargissant l'offre, en structurant l'entreprise, on a augmenté les ventes, hein, et puis réussi à suivre, même si c'est pas évident. On en reviendra sûrement sur la croissance qu'on a connue. C'est pas évident de gérer de l'hypercroissance, mais on a essayé de structurer au mieux l'entreprise pour gérer ces phases d'hypercroissance et pouvoir encaisser, de passer de une commande par jour à 30 assez rapidement, en quelques mois. Ça, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir se staffer et puis gérer, s'outiller aussi avec de bons outils logistiques. Et puis voilà, gérer ça, c'est quand même pas mal de boulot. Et du coup, assez rapidement, on est passé à ce step-là. Et puis là, on est en train encore de passer un autre step. On en reparlera si Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se dit souvent, en fait, une réussite en entrepreneuriat, c'est bien sûr, c'est une bonne idée et surtout en fait une très bonne exécution. Donc, vous avez sûrement bien exécuté sur justement stratégie SEO, stratégie acquisition, stratégie de l'offre ou quoi. Et puis il y a aussi souvent aussi les questions de chance et de momentum. Ouais. Parce qu'en fait, vous, sans le savoir, encore une fois, sans le savoir, vous aviez l'intuition. Mais si jamais ça ne s'était pas passé, en fait, c'est pas qu'on vous aurait traité de tocard, mais vous aurez dit, on a essayé, ça n'a pas marché ou quoi. Non, mais au lieu d'avoir un site comme on l'a aujourd'hui, peut-être qu'il ferait 10 fois moins de volume, mais ce serait aussi un beau site. Mais effectivement, pour revenir sur l'histoire c'est 2021-2022, c'est vraiment l'éclatement, quoi. Ah ouais, non, mais on a un timing de dingue. Ouais. Franchement, c'est une chance et vous aviez incroyable. Un an d'avance, et on avait un peu d'avance. Et surtout, on a commencé le paddle, nous, en 2018. Donc, tu vois, on y croyait. On a cultivé un peu, j'aime bien cette phrase, le terreau fertile en 2018, 2019, 2020. Et puis, 2020, 2021, il y a le shift d'après-Covid qui arrive sur le paddle. Nous, on a eu la chance d'être là. On était là et puis on en a profité. On en profite encore aujourd'hui. Donc oui, si ce boom d'après-paddle n'était pas arrivé, on serait peut-être sur un plus petit, là, l'histoire serait aussi belle, mais voilà, c'est arrivé et ça continue, donc on fait qu'en profiter et on essaye de surfer sur la vague et puis de prendre ce qu'il y a à prendre et surtout d'apporter aussi notre pierre à l'édifice parce qu'on fait pas mal de contenu, il y a le club qui crée pas mal de joueurs, il y a d'autres clubs qui risquent d'arriver aussi, et du coup on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, mais on est on a pas mal d'humilité pour se dire on n'est pas grand chose dans ce boom du paddle. Ça qui est fou. Et on en profite quand on essaie juste d'en profiter, quoi. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça, en fait tout à l'heure on donne des gros chiffres, déjà plus de 500 000 joueurs, on donne votre chiffre d'affaires quasi ou un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou quoi, mais ça reste encore hyper petit en fait et on le voit. Par exemple un événement comme hier où on regardait le match, mine de rien, tous les gens de la tribune, sponsors, partenaires et tout, en fait, c'est encore un tout petit monde, tout le monde se connaît. Et tu vois, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les tribunes VIP que tu peux avoir à Roland-Garros, où là, t'es dans d'autres sphères. Donc, en fait, on voit que la marche, elle est encore énorme. Donc, en fait, vous, la croissance, elle peut être encore exponentielle. Alors, du coup, on reviendra un peu au sujet paddle après, mais moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est de voir un peu tout l'aspect business, e-commerce, gestion de la croissance, même si moi, c'est moins ma spécialité. Je me dis qu'encore une fois, tu as une brand, tu montes ton site sur Shopify, tu fais une première offre avec une cinquantaine de produits, tu gères la logistique des premières commandes au début, voilà, tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les jours, après plusieurs par jour. Jusqu'à un certain step, c'est easy. Tout le monde peut le faire. Mais en fait, à quel moment vous vous dites, OK, maintenant, on arrête le bricolage et on commence à faire quelque chose d'un peu plus sérieux. T'arrives à te rappeler un peu est-ce que ça a été vraiment progressif ou il y a vraiment un moment donné, on s'est dit, ouais, les gars, là, on arrête le bricolage, on fait un vrai truc, quoi. Il y a eu pas mal de steps, mais je pense qu'on peut reprendre à peu près les moments de déménagement. En fait, on a déménagé, on a commencé du coup dans le club Esprit Paddle. On avait une salle à l'étage, on avait à peu près 40-50 mètres carrés. Et au tout début, on avait une table et on stockait quelques raquettes. On les stockait, une ou deux tables. On stockait les raquettes dessus. Et puis quand on avait une vente, on prenait la raquette qui était référencée sur le site, on la mettait dans un colis et on partait à la poste. Nous-mêmes, voilà. Nous-mêmes, aller déposer le colis dans la poste la plus proche. Et assez rapidement, on était en croissance, on a fait de plus en plus de commandes. Et en fait, je pense que les steps, c'était, comme je le disais, à peu près au moment des déménagements. On s'est dit, là, la salle de 40 mètres carrés, il y a du matériel jusqu'au plafond. C'est-à-dire que toute la salle est remplie jusqu'au plafond. Limite,
on galérait pour marcher dans la salle parce qu'il y avait Ouais. trop de matos, les colis qu'on recevait des fournisseurs. À la fin, on essayait de prendre le bon livraison, on référençait les articles par rapport au bon livraison et on n'avait même pas la place pour ouvrir, regarder ce qu'il y avait dedans, checker s'il y avait bien toute la marchandise, tout était OK. On prenait le carton, on le stockait et on le mettait sur le site, on n'avait même pas on pouvait pas Ouais, l'ouvrir. ouais. Et du coup, à partir de là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça et on essaie de ralentir la cadence et du coup, on aura un petit site qui tourne, mais on ne pourra pas aller plus loin. Ou est-ce qu'on déménage, on prend plus grand et du coup, on développe le site. Et à partir de là, on se dit OK, on va chercher un petit entrepôt pour stocker, pour avoir plus de place et surtout de se professionnaliser. Et du coup, il y a ce premier événement où on avait 50 mètres carrés et on cherche 100, 150 mètres carrés. On se dit, si on a 2-3 fois plus de surface, ça sera tranquille. On va pouvoir rester au moins 1 ou 2 ans, sans trop forcer. Pourquoi la décision de ne pas tout déléguer à un logisticien et de se dire, nous, quand même, notre métier, c'est d'être un club de paddle. Bon, on a notre e-shop, c'est bien, Ouais. on commence à le maîtriser, mais là où on est bon, c'est dans nos bureaux, quoi, pour faire de l'acquisition, pour améliorer l'offre ou quoi. Pourquoi, en fait, choisir d'intégrer la logistique? Est-ce que c'est un peu malgré vous ou est-ce qu'en fait, c'était un vrai choix stratégique, en fait? C'est hyper intéressant. C'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose encore aujourd'hui, pour être franc. En fait, on est sur un business où, faut le dire, les marges sont pas exceptionnelles. C'est très concurrentiel en ligne, quoi. Très concurrentiel. Du coup, les marges sont pas exceptionnelles. Et du coup, de se payer un logisticien, ça coûte de l'argent. Et du coup, on a toujours regardé notre structure de coût. Et aujourd'hui, la structure de coût fait que opérer notre logistique en interne, ça reste plus avantageux que d'avoir un logisticien. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de logisticien qui pouvait faire le travail moins cher que si nous on le faisait. Même si lui c'est son métier, même si lui normalement il va optimiser, même si on est moins bon qu'un vrai logisticien, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui aurait pu nous faire gagner de l'argent là-dessus. Donc comme les marges sont très faibles et qu'il faut faire super attention à notre structure de coût, on a toujours décidé d'opérer notre logistique. Et du coup, pour revenir à ça, on cherche notre premier entrepôt, 150 mètres carrés, on en visite pas mal, 100, 150, on en visite 1 à 300 mètres carrés, tout neuf. On se dit, putain, lui, il est pas mal quand même. Allez, on le signe. On se dit, ici, on va pouvoir rester longtemps. On signe un bail 369. Un bail de Aïe, aïe, aïe. l'erreur de débutant. Mais du coup, on se dit, on va rester au moins 3 ans. L'erreur qu'on a tous fait. On va rester au moins 3 ans, donc il n'y a pas de souci. On reste, du coup, on déménage. Au bout de 6 mois, on est trop juste. Du coup, au bout d'1 an, on déménage. Parce que là, c'est quoi? C'est en plein. Du coup, c'est quoi? 2021, 2022? Du coup, on déménage au bout d'1 an. En 2021 et quelques. Ouais, fin 2021. Donc, encore une fois, pile le moment où le paddle fait un boom en 2022. France impressionnant, quoi. 2022, on déménage après. 2022. Du coup, on déménage après en 2023. Mais du coup, avec 2022, pour ceux qui ont la date, comme c'est un bail 369, on est engagé au moins 3 ans. C'est-à-dire qu'on paye encore aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas réussi à le redonner? On n'a pas réussi à le relouer. Ok. Et là, on sort de ce bâtiment-là fin du mois. Ok. Mois de juillet. Vous l'utilisez quand même? Pas du Même tout. pas? Ah, vous payez dans le vent, quoi. On paye dans le vent, ouais. Et c'est pareil, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se déménage et voilà, on paye ça dans le vent pendant quelques années, soit on le garde et on reste là et par contre, on ne pourra pas croître, quoi. Mais du coup, on a vite répondu à cette question-là parce qu'on n'avait qu'une envie, c'est de développer le shop. Donc on déménage, on paye ça dans le vent, malheureusement, et on redéménage dans un autre entrepôt où on a 1200 mètres carrés. Du coup, ce qu'on a à l'heure actuelle. Et là, on n'a pas refait la même erreur. On a signé un bail précaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Avec des clauses de sortie à tous les ans, grosso modo. Et du coup, on l'a bien fait cette fois-ci parce que là, on redéménage. On est encore trop petit, malheureusement. Dans nos 1200 mètres carrés, on redéménage à la fin de l'été dans un bâtiment de 3500 mètres carrés où on va être du coup beaucoup plus à l'aise. Vous allez être peinard pendant au moins 1 an, du coup. Normalement, ça devrait le faire pour au moins 3 ans. Sur 3000 mètres carrés, ça commence à être balèze. J'ai plus en tête. Parce que moi, j'ai été dans l'industrie logistique et tout. C'est pour ça que j'ai levé les yeux au ciel quand tu m'as dit cette tasse. Que moi, c'était pas le pire moment de ma vie, mais c'est que c'était
c'était trop gros, quoi. Ouais. Et je sais plus combien on avait, mais ouais, c'était gros quand même. Bon, bref. Mais oui, c'est impressionnant, surtout quand tu vas visiter les entrepôts, ils sont vides. Donc en fait, ça paraît encore plus grand. Et c'est juste impressionnant. C'est impressionnant en termes de taille, c'est impressionnant en termes de coût, c'est impressionnant en termes de... Enfin, tu vois, tu prends des risques. Et comment vous êtes outillé au niveau logiciel? En fait, pareil pour... parce que moi, je me rappelle plus, c'est donc tu as ton site Shopify. Ouais. Du coup, en fait, il faut quand même relier ton site Shopify, je suppose, à des outils de logisticiens. Ouais, exactement. Et ça, vous utilisez quoi pour ça? On utilise un logiciel, un WMS classique qui fait le lien entre Shopify et puis l'entrepôt. Et du coup, c'est ce WMS qui envoie la notion de stock à Shopify. Dès qu'il y a une vente, en fait, la vente se fait sur Shopify, ça envoie la vente, l'information de stock dans le WMS. Et dès que la commande est traitée, ça envoie l'info à Et tu as un truc où tu as un opérateur, il reçoit le BL et il va faire le picking. Là, je suppose que maintenant tout est code barré pour etc. Donc là, ça déstocke et tout. Exactement, ça faisait partie. C'est que des mots qui me donnent des petites fleurs. Mais, si t'en as pas des bons souvenirs, c'est vrai que c'est pas cool. Mais moi, j'avais trouvé ça trop dur pour moi. En effet, après, mais c'est vrai que je m'étais mal entouré aussi. Mais moi aussi, je trouvais ça super dur. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est tellement satisfaisant de voir que quand tu mets quelque chose, et ça évidemment ça s'est pas toujours bien passé, mais quand tu mets quelque chose en place qui marche, c'est hyper satisfaisant de dire que ça marche. Et effectivement aujourd'hui tout est adressé, chaque produit a un adressage dans l'entrepôt. Aujourd'hui, quand le préparateur de commande il va chercher tous ses produits pour faire ses commandes, il y a un chemin de préparation optimisé. Il fait pas des allers-retours bêtement. Du coup il marche moins que si comme il y a encore 1 an et demi on devait aller chercher. On n'avait pas d'outils, donc c'est-à-dire qu'on voyait les commandes, on allait sur Shopify, on regardait les commandes, et puis le préparateur de commande devait aller chercher le produit là où il l'avait rangé. Donc s'il ne se rappelait pas où il l'avait rangé, dans nos 1000 mètres carrés, il pouvait chercher le produit. Alors maintenant, ça te donne un emplacement. Maintenant, ça donne un emplacement, et du coup, ça donne le chemin le plus optimisé E26, possible. bim. Ouais, le chemin le plus optimisé possible pour aller chercher tes 20 ou 30 commandes d'un seul coup avec le petit caddie, de revenir et de faire tes 20 ou 30 commandes d'un seul coup, et de repartir après pour faire tes 20-30 commandes, etc. Donc voilà, on devient logisticien malgré nous, on s'entoure de personnes qui savent faire, on s'entoure d'outils, on s'équipe d'outils spécialisés. Et effectivement, c'est pas notre métier, moi c'est pas mon métier, je suis plutôt marketing, vente. Parce que c'est combien de commandes par jour à traiter, là aujourd'hui? Là aujourd'hui, on fait à peu près 250 commandes par jour. Donc c'est quand même balèze, 250 à traiter tous les jours, quoi. Il faut l'optimiser, on n'a pas le choix, et en plus de ça, on compte grossir évidemment, et si tu peux pas encaisser la croissance, tu peux pas grossir, quoi. Donc il faut s'équiper de la bonne manière, et s'équiper d'outils professionnels, c'est la base, c'est hyper important, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et là, on va essayer encore de passer un step, comme je disais, quand je parlais de step par déménagement. Le premier déménagement, on a besoin de plus de place, on a mis des racks, etc. Le deuxième, on s'est équipé d'un WMS pour se professionnaliser, passer moins de temps sur la préparation de commandes, etc. Et là, le troisième, on va essayer encore plus professionnaliser la logistique, et encore une fois passer un step en optimisant la log par différents outils qu'on va mettre en place. Je t'inviterai à l'Ocas pour visiter ça. Franchement, moi je vais à Lyon 1 à 2 fois par an, donc avec carrément. Avec grand plaisir. Vous êtes dans quel coin à Lyon? Là, on va être à Messieux. Ok, alors je sais pas du tout. Dans la banlieue lyonnaise. Parce qu'avoir un entrepôt de 3500 mètres carrés dans Lyon, on n'avait pas les moyens, malheureusement. Ouais, non, je me doute. Il y a des paddles dans le centre de Lyon, vraiment dans Lyon même ou pas? Dans Lyon même, il y a des paddles. Il y en a quelques-uns. Il y en a pas beaucoup. C'est des clubs de tennis historiques. Qui ont 1 ou 2 terrains. Exactement. Exactement, okay. Qui ont quelques terrains. Mais sinon, les gros clubs privés de 6, 7, 8 terrains, ils sont dans la banlieue. T'as pas le choix, quoi. Mais c'est la même chose à Bordeaux. De toute façon, mais je crois même qu'à Bordeaux même, je suis en train de chercher, bon, je vais pas chercher trop longtemps, mais je crois qu'il n'y a pas de terrain parce qu'en fait, tous ils sont Mérignac, Pessac, Talence, Lormont, enfin toutes les villes autour, mais à Bordeaux même, là comme ça, tu vois, il y a... Ah bah si, en fait, il y a Primrose, mais du coup, qui a c'est un club de tennis. Une sorte de country club même, où il y a justement deux terrains extérieurs. Exactement. Et moi, en fait, en 2021, quand je commence, mes bureaux, du coup, qui sont pour les Bordelais, qui étaient à la Villa Maria, qu'on avait acheté, le Villa Primrose, du coup, là où il y a les deux terrains de padel qui se sont construits, c'était genre la rue d'à côté. Le luxe, quand on a commencé, tu traversais la rue et t'allais jouer. Mes parents, c'était des terrains extérieurs.
Donc, en hiver, c'est un peu compliqué. Déjà, et puis quand tu tombes par exemple comme l'année dernière sur une mauvaise année où pendant mai-juin sur 60 jours il y en avait plus 50, tu vois, c'est vite compliqué. Bon bref, parenthèse refermée. Quand on a un e-commerce et quand on est en surcroissance, de toute façon en fait il y a deux énormes challenges. C'est fidéliser les clients qui sont déjà là, parce que de toute façon c'est ça le but, hein. Chaque client que vous allez acquérir, il vous coûte de l'argent. Donc le but c'est quand même qu'il fasse une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième commande, etc. etc. Exact. Et du coup, de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Vous, aujourd'hui, c'est quoi à peu près la part tu vois, tu parlais de 250 commandes quotidiennes environ. C'est quoi la part entre les nouveaux clients et les clients déjà existants? T'as la traquer ça? Ouais, on est grosso modo, en fonction des périodes, on est entre 30 et 40% de clients existants, donc on est à 60-70% de nouveaux clients. C'est ça qui est énorme, quand même, du coup. Et du coup, en fait, est-ce que ça, c'est un bon ratio? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, il faudrait quand même que le ratio de recommande, il soit plus élevé, en fait? Parce que c'est des clients qui sont déjà là, il faudrait qu'ils commandent plus et plus souvent, en fait. On aimerait évidemment augmenter la fréquence d'achat, évidemment, du coup augmenter cette rétention. Mais on aimerait aussi augmenter le nombre de nouveaux clients. Donc, on est en train de bosser, on fait un gros boulot en ce moment-là sur ces sujets-là. Est-ce que ce que je viens de t'annoncer, c'est un bon ratio ou pas? Parce que moi, je me posais la question vraiment de manière hyper naïve, en fait. Mais après, quand vous êtes en telle croissance, en fait, c'est normal que l'acquisition soit... Il y a une histoire de marché aussi. C'est-à-dire que le marché se développe assez rapidement. En France, le marché est autour de 30% de croissance annuelle. Donc, c'est une assez forte croissance quand même pour un marché. Et du coup, il y a souvent, il y a toujours, en fait, tous les jours, il y a des nouveaux joueurs qui viennent. Et ça fait aussi partie du jeu d'avoir du premier équipement, du joueur qui vient s'équiper pour la première fois. Et du coup, ça, c'est comptabilisé évidemment comme un premier client. Mais comme le marché est en grosse croissance, on aura toujours cette partie je pense, de nouveaux clients jusqu'au moment où on va arriver à un stade de maturité où effectivement ces sujets-là d'acquisition de nouveaux clients, ils seront un peu plus compliqués à gérer. Et du coup, ces ratios-là s'équilibreront peut-être un peu plus avec des nouveaux clients qui seront peut-être un peu plus rares qu'aujourd'hui. Mais du coup, c'est un sujet sur lequel on bosse et je n'ai pas vraiment de réponse à te donner. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce qu'en fait, encore une fois, vous n'avez peut-être presque pas assez de data encore parce que c'est tout neuf, quoi. C'est assez compliqué à analyser. Mais c'est un sujet hyper intéressant. Et en tout cas, c'est nos sujets du moment. Et aujourd'hui, en fait, sur l'acquisition, pareil, tu arrives à traquer en fait d'où viennent ces nouveaux clients. Est-ce qu'ils ont tapé raquettes, paddle, Adidas sur Google, ou est-ce qu'ils viennent des ads que vous faites sur Meta? Est-ce qu'ils viennent organiquement de vos communautés en ligne? Parce que on va bien en parler après, parce que évidemment, moi, ça m'intéresse grave, tous ces sujets de création de contenu que vous faites vous, les sujets d'influence et de partenariat et de collab. Est-ce que tu arrives un peu à voir en fait d'où viennent un peu ces nouveaux clients? Nouveaux clients, ils viennent... Alors, déjà, on a un gros canal d'acquisition qui est sur Google. SEO, SEA, du coup, les deux. SEO, SEA, exactement. Après, nous, on est un peu partout. Donc, sur Meta, on fait de l'organique sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. On fait du paid sur Meta également. Aujourd'hui, on arrive plus ou moins à traquer. J'aimerais bien le traquer un peu plus pour être un peu plus précis et pouvoir prendre des décisions et analyser tout ça. Il y a le gros de l'acquisition il se fait sur Google aujourd'hui. Ça reste du Google, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, un joueur ou un nouveau joueur qui cherche, c'est vrai qu'encore une fois, il tape sur Google la requête, et puis nous, l'enjeu, c'est qu'on soit bien placé. Donc, c'est essentiellement du Google, et après, il y a une part Meta également, une part qui est de plus en plus grande également sur YouTube, où, comme tu le disais, nous, on fait du contenu en organique, en propre sur YouTube, où l'idée, c'est de faire un peu d'apporter de la valeur et de faire de la notoriété via du contenu où on va essayer d'apprendre quelque chose à un joueur qui commence le paddle ou qui a envie de progresser ou quoi. Et c'est pour ça qu'on va faire du contenu où on va apprendre les règles du paddle, comment bien se placer sur le terrain, comment faire une bandera, comment faire... Et puis quelqu'un qui regarde ça, t'es sûr que c'est un joueur pour le coup. Exactement. C'est ça que YouTube, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est l'audience la plus qualitative qui soit, quoi. Quelqu'un qui reste genre sur ta vidéo que tu as faite, genre mais ne serait-ce que pendant 10 minutes, tu sais que ça c'est
Alors, on va pas appeler ça un prospect, je sais plus comment on dit en B2C, mais c'est quelqu'un qui est chaud, quoi. Exactement, exactement. Et même s'il n'est pas chaud, parce que tu vois, il y a certaines vidéos où on a des thèmes un peu plus mass market, ou par exemple les règles du paddle. Je sais que les gens qui vont venir sur cette vidéo de règles du paddle, c'est pas forcément quelqu'un qui va acheter tout de suite une raquette. Mais en revanche, il aura vu la vidéo, il aura vu ma tête, Ouais. il aura vu notre logo. Parce que c'est vrai que toi et ton associé, vous incarnez beaucoup, même surtout toi, en fait. Ouais, surtout moi sur la partie plutôt shop. Ouais. J'ai décidé de me mettre en avant parce qu'effectivement, on s'est posé des questions, on s'est dit, et on est parti du constat où les gens ça accrochait un peu plus facilement à un personnage, à une tête qu'à une marque en particulier. Et du coup, j'ai décidé de me mettre en avant et de faire du contenu via Geoffrey Giland, ma personne physique. Et du coup, c'est moi qui me mets en avant sur les réseaux sociaux et qui parle au nom d'Esprit Paddle Shop, mais avec toujours ma tête. Et du coup, l'idée, c'est que les gens me voient, que je sois connoté Esprit Paddle Shop, qu'ils voient le logo, etc. Et que le client soit chaud, que le prospect soit chaud ou pas. L'idée, c'est qu'il nous voit plusieurs fois sur son parcours et puis qu'à terme, il pense à nous quand il a besoin de s'équiper pour jouer au paddle, quoi. Bah, tu me fais la transition parfaite. Ça, en fait, à partir de quel moment tu as décidé, du coup, d'incarner la marque, de commencer à travailler, du coup, ta marque personnelle et, du coup, de créer beaucoup de contenu autour du paddle, autour de la marque. Et en fait, c'est en créant du contenu, mais en fait, limite sans vendre, en fait. Ouais, Mais du exactement. coup, indirectement, ça doit aider sur les ventes, encore une fois, sur un travail de long terme, comme le SEO, comme tout. Sur quel réseau tu as commencé à le faire? Quel type de contenu tu as commencé à faire? Quand est-ce que tu as commencé? Enfin, est-ce qu'on peut essayer de Ouais, bien redonner sûr. un peu le playbook Ouais. de ça? Parce que tu vois, il y a un truc très marrant, c'est que moi, j'avais des potes aussi qui étaient au match hier. Ouais, ok. Donc, comme eux, ils aiment bien picoler tout ça. Je pense que tous les 5 jeux, ils sortaient pour aller Allez, se prends une petite resservir. pinte, ouais. Et ils me disaient, ouais, putain, le mec à côté de qui t'étais, je vois qui c'est, je le vois souvent sur Ah ouais, YouTube, ok. Insta et tout. Donc, tu vois, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, eux, c'est des gens qui sont dans ce monde-là du paddle parce qu'ils aiment bien. Ok. Et du coup, ils connaissent ta tronche, quoi, tu vois. Ouais, bah, tu vois, c'est le but. Et du coup, pour revenir à ta question, j'ai commencé à le faire à peu près il y a 2 ans. En fait, j'y pensais plus ou moins depuis le début, mais c'est assez compliqué de mettre ça en place. Il faut s'entourer. Et Et tu c'est peux du temps. pas. Bah ouais, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Nous, on sort quand même pas mal de contenu. Et le contenu, bah, il faut le tourner, il faut le prévoir en avance, il faut travailler les scripts, et il faut le monter. Et ça coûte de l'argent, évidemment, parce que je ne peux pas tout faire moi-même. Et du coup, ça, au tout début, on ne pouvait pas le faire. Et du coup, moi, j'y pensais déjà au tout début. Et j'ai mis pas mal de temps à le mettre en place. Il y a eu pas mal de fails. J'ai essayé de recruter quelqu'un, ça s'est mal passé Mais pour justement, pour le faire. donnant toutes les étapes, genre limite, est-ce que tu te rappelles de... Toi, directement, tu t'es dit, la clé, ça va être la vidéo, pas La clé, ça l'écrit. va être la vidéo, Ouais. exactement. Au début, moi, je voulais pas le faire tout seul. Je voulais pas le faire via Geoffrey Giland parce que je me disais que c'était pas mon job et que il devait être, mon job devait être autre part que sur la partie vidéo. Du coup, je voulais mettre un autre visage que moi pour faire les vidéos d'Esprit Paddle Shop. Et on a cherché, on a recruté quelqu'un, ça s'est pas bien passé. On a essayé de faire des propositions à différentes personnes, ça a pas marché. Et du coup, ce projet-là, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où on a vraiment commencé à le faire, tu vois, il y a eu peut-être 1 an et demi. Donc, je voulais vraiment le faire, j'étais vraiment chaud pour le faire. J'ai essayé de commencer à le mettre en place, mais il y a eu pas mal de, il y a eu, Pas mal de faux départs, pas quoi. mal de faux départs, beaucoup d'embûches. Et à un moment, je suis arrivé à un constat où j'ai discuté pas mal de monde. Et il y a ça qui revenait à chaque fois en disant, bah, en fait, pourquoi tu fais pas toi? Moi, je disais, mais putain, je peux pas le faire, j'ai pas le temps. Limite, un iPhone, un Ouais, micro, et en fait, en vrai... ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, tu mets le doigt sur un truc qui est très... merde, pas mainstream, pas très... bon, je trouve pas mon Mais mot, mais ça, en tout cas qu'on retrouve ouais, ouais, beaucoup grave. chez les gens, c'est que tout le monde est persuadé qu'il faut incarner, qu'il faut faire de la marque personnelle, Ouais, qu'il faut créer du contenu. Et en fait, la plupart du temps, on se trouve un peu une excuse en ouais, se disant que c'est difficile ou quoi. Alors qu'en soi, bah, en fait, la première vidéo, il suffit juste de exactement. faire de la dope, quoi. Parce que au moins, si Ouais, tu fais de la dope, tu pourras faire un peu mieux après et un on peu pourra mieux que après. s'améliorer, Et le exactement. problème, c'est que souvent, du coup, on repousse Exactement. parce qu'on veut faire un On truc a envie de nickel, faire quoi. trop parfait. Et Ouais. ouais, c'est carrément un Ça, énorme c'est sujet. C'est un un énorme bon, sujet, un ouais. bon premier, une bonne première morale là-dessus, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, bah, essaye de le faire tout seul et puis vois ce qui se passe. Et du coup, à partir de là, je me suis entouré. Et du coup, j'ai pris quelqu'un qui m'aide sur la partie contenu, qui réfléchit avec moi la strat, au thème de vidéo qu'on fait. Et la particularité qu'on a, c'est que je voulais pas faire
qu'un type de vidéo, faire que des vidéos pour les ads, ou que des vidéos pour de l'organique, que des vidéos YouTube. Et tu vois, dans les trois types de vidéos que je viens de te donner, c'est 3 types de contenus différents à réfléchir de manière différente. Tu ne fais pas la même chose en vidéo YouTube que tu fais en organique sur Parce Instagram. que toi, tu fais du vertical, tu fais du vertical et tu fais du YouTube, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, c'est quand tu fais une vidéo de 10 minutes sur YouTube, bah, tu fais pas le même contenu que quand tu fais une vidéo de 15 secondes sur Instagram. Et du coup, on a décidé de tout faire d'un seul coup et de tout faire en même temps. Et c'est pour ça que je me suis entouré. Et du coup, de quelqu'un qui, d'une, tourne les vidéos, de deux, fait le montage et aussi réfléchit avec moi à la strat qu'on veut apporter et aux idées de vidéos qu'on va faire. Du coup, je prévois 2 jours de tournage par mois, en gros, de vidéos. Là, tu fais que ça. On Genre, prépare tout en amont. tu prends un lundi, mardi, tu dis, bah, pendant lundi, mardi, là, on Exactement. tourne. Je bosse sur rien d'autre, en tout cas presque rien d'autre. Et je fais que de la vidéo, je fais que du tournage. Et après, ça part en prod où c'est monté. Et en gros, il y a à peu près un mois de prod et c'est tout est lancé. Et il y a quelqu'un qui après fait la distribution, Ouais, quoi. exactement. Donc, si du coup, en 2 jours, donc 10% de ton temps de taf quand même. Ouais. Donc, mais ce qui me choque pas en fait, et d'ailleurs je trouve que c'est un bon ratio parce que les gens se disent ouais putain avec tous les contenus que tu crées, que vous créez, etc. Enfin, ça doit vous prendre la moitié de votre temps. Mais justement en fait, il faut l'idée c'est d'arriver en fait à s'organiser et à s'entourer pour que ça ne prenne pas plus que 10, 15, voire 20% grand max. J'aimerais bien que ça baisse encore. Ouais. Enfin, j'aimerais bien accélérer la partie contenu, mais j'aimerais bien que ça baisse. Parce que on va voir comment on s'organise pour le faire, mais c'est un des objectifs pour le faire. Quoi. Parce que dans ton cas, la création de contenu, c'est hyper important, mais c'est moins de 50% de ton acquisition. Pour les gens pour qui c'est plus de 50% de leur acquisition, bah, vous pouvez monter à 20%, parce qu'en fait, quand vous faites ça, bah, c'est de la vente, en fait. Exactement. Mais dans ton cas, c'est pas le cas, parce que je suppose que j'espère qu'un jour pour toi ça le fera, mais je pense pas que la création de contenu dépasse de sitôt des canaux comme Google ou Meta par exemple, qui seront toujours importants en fait pour le e-commerce, quoi. Ouais, exactement. La partie contenu c'est hyper important pour nous, mais c'est pas le gros de notre acquise. On peut faire il y a des axes d'amélioration là-dessus. Et c'est là-dessus là, on bosse aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, que ça me prenne encore un peu moins de temps et que j'arrive à un peu mieux déléguer cette partie-là. Mais encore une fois, c'est pas le gros de notre acquise. Donc, on bosse là-dessus et on essaye d'accélérer cette partie-là, de faire de plus en plus de contenu dans un temps de plus en plus restreint. Et j'essaye de m'entourer aussi de personnes qui sont plus experts que moi sur certains domaines. Par exemple, tu vois, on est en train de bosser avec Stéphane Penso, qui est le testeur de raquettes en France. C'est le gars qui a testé le plus de raquettes de paddle en France. C'est pas mal comme étiquette. Historiquement, c'est lui qui fait les articles sur Paddle Magazine, sur toutes les nouveautés raquettes. Les marques, elles lui envoient les raquettes et lui fait des articles sur Paddle Mag. Et l'idée, c'est qu'il fasse Paddle Mag est un peu le média presque en monopole sur la partie paddle en France. Quoi. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est de faire la même chose que ce qu'il fait en article, mais en vidéo. Sur la chaîne Esprit Paddle Shop. Et du coup, qui de mieux que Stéphane Penso, qui est le testeur de raquettes par excellence, pour incarner les tests de raquettes. Et pareil pour différents autres domaines. Par exemple, si on a envie de faire des vidéos sur un cours de paddle, comment faire une bande d'air, une vibora, etc. Moi, j'ai donné des cours. Moi, j'ai eu un petit niveau de paddle, mais je pense pas que je sois le gars je sois la meilleure personne pour incarner le prof de paddle dans une vidéo. Donc, je l'ai fait sur des thèmes faciles à aborder. Mais quand on va rentrer dans le détail, quand on va avoir envie de donner vraiment de la matière et vraiment aller dans un sujet encore plus niche sur ce qui est les cours de paddle, là, on va s'entourer d'un vrai prof de paddle qui a une vraie identité prof de paddle pour être l'image de celui qui va donner des cours de paddle sur la chaîne Esprit Paddle Shop. Ouais. Et l'idée, c'est que je m'entoure de plus en plus de personnes qui soient vraiment expertes dans leur domaine, plus expertes que moi finalement, et petit à petit, que je sois plus le seul créateur de contenu sur Esprit Paddle Shop et qui ait vraiment un écosystème qui vienne m'entourer. Et ça peut faire la transition aussi pour la partie influence, parce qu'on fait de plus en plus d'influence, avec notamment Chiquiter, Aurelas Padelistos. Qui en fait, les deux que tu viens de... Ils sont tous les deux sûrement dans le top 3 des influenceurs paddle. Mais pareil, en fait, ce qui est fou, et on en parlait hier, c'est que aujourd'hui, ils sont c'est les numéros 1. Mais en fait, ça reste encore petit. Donc en fait, pareil, même en fait, à tous les niveaux du paddle business et lifestyle, c'est...
la marge de progression et de croissance, elle est énorme. Donc c'est pour ça que tous les gens qui veulent lancer des choses ou du contenu ou des marques ou quoi dans le padel, bah, en fait c'est maintenant parce que dans 5 ans en fait il sera trop tard, vous aurez les gens auront trop d'avance sur vous. En fait là c'est jamais trop tard, hein. Mais limite c'est maintenant, c'est un peu le dernier train qu'il faut prendre quoi, carrément. On le voit, hein, là, ceux que je viens de citer, Chiquita, Orla Los Padistos, ils sont aux alentours de 20 000 abonnés sur Instagram. C'est rien 20 000, mais par contre, c'est 20 000, encore une fois. On parlait de 500 000 joueurs en France, ils ont une vraie 20 000 abonnés. Bah, en fait, le ratio, il n'est pas si dégueulasse. Tu vois, exactement. Et quand on compare à d'autres influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés, bah, voilà, 20 000 à côté de ça, mais c'est une audience ultra ciblée, qualifiée. C'est tout petit, mais par contre, effectivement, aujourd'hui, ces 20 000 abonnés, bah, on voit qu'ils ont, ils ont une réelle influence, un réel impact sur ces abonnés. On le voit quand ils vont en tournoi, bah, les gens ils veulent prendre des selfies avec eux. Ils ont une vraie force, un vrai impact. Et du coup, demain, s'ils en ont 50, 100, 200, bah, tu vois, ce sera énorme par rapport au marché du paddle. Donc, ils sont en train de prendre de plus en plus d'importance. Et c'est effectivement, comme tu le dis, 20 000, c'est pas beaucoup aujourd'hui. Et pour ceux qui ont envie de se lancer, bah, c'est effectivement maintenant. Il ne faut pas trop attendre. Parce que quand ils auront 200 000 abonnés, ces gars-là, bah, ce sera trop tard de les rattraper. De les rattraper. Donc voilà, on en fait de plus en plus de l'influence et pareil, l'idée c'est de créer un réel écosystème autour de la création de contenu et encore une fois que je sois plus le seul à faire du contenu pour Esprit Paddle Shop, mais qui est un peu des ambassadeurs et des pools d'influenceurs ou de personnes qui vont prendre la parole sur Esprit Paddle Shop, mais encore une fois des experts dans leur domaine et ceux qui ont vraiment une réelle légitimité à parler, parce que nous aussi on se spécialise sur le site, nous aussi on essaie d'être l'ultra spécialiste du matériel de paddle, et du coup on ne peut pas se permettre de rester généraliste, et c'est ce qui nous différencie aussi d'enseignes comme Decathlon, Intersport, etc. C'est notre côté vraiment ultra spécialiste, c'est le fait qu'on va pouvoir facilement, nous si tu nous appelles, on peut te comparer 2 raquettes entre elles, on peut te dire voilà, cette raquette là je pense qu'elle est un peu moins bien pour toi que celle-ci parce que tu as besoin d'un peu plus de maniabilité, un peu plus de poids en manche, un peu plus de confort de jeu, etc. Ça, clairement, un vendeur chez Decathlon, il sera incapable de te faire cette comparaison et de te conseiller la vraie bonne raquette pour toi. Et du coup, c'est là où on va, vraiment dans l'ultra spécialisation. Et c'est pour ça que ça va dans le sens de bien s'entourer, et notamment dans la création de contenu, quoi. Les shops physiques, t'y crois ou quoi? Parce que j'en vois quelques-unes à Paris. Je sais plus comment elles s'appellent. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est sûrement Paddle Shop ou Paddle machin. Il y a Paddle en général. Ouais, en général, aujourd'hui, les gens, ils prennent pas trop de risques, ils mettent Paddle dedans pour qu'on comprenne. Nous aussi. Mais donc, j'en vois quand même pas mal. Enfin, pas mal. J'en ai vu 2 ou 3, tu vois, dans Paris. Bordeaux, je crois pas en avoir vu. Bon, bref, je vois quand même dans certaines villes. Est-ce que vous, je suppose, forcément, ça vous a déjà traversé l'esprit. Ouais, bien sûr. C'est dans la roadmap ou pour l'instant, vous y croyez pas trop? Alors oui, c'est un gros sujet. Ça a été un gros sujet. On s'est posé la question. Je pense qu'on va pas mettre le focus là-dessus dans un premier temps. Peut-être un peu trop avant-gardiste encore. On pense que c'est un peu tôt pour monter une boutique physique, même si on voit que celle qui se monte, pour certaines, fonctionne bien. On pense quand même que c'est un peu tôt et pour un pure player e-commerce, c'est compliqué. Mais en fait, on le voit, c'est un peu la stratégie retail qu'ont toutes les grandes marques. Toutes les grandes marques comme Sandro, comme Jimmy Fairley, comme le slip français, enfin toutes ces marques-là, leur stratégie c'est, au début on parlait des DNVB, des Digital Native, et merde j'ai pas le reste. Digital Native Vertical Brand. Exactement. Qui du coup était genre 100% web et tout. Tu vois, de très vite en fait ce modèle s'est atrophié. Putain, je trouve pas les bons mots ce matin. Bon bref, vous avez compris le truc. T'as compris. Et elles ont toutes en fait maintenant une stratégie du coup un peu multicanal, avec du coup la partie retail, pas de partie du coup wholesale. Ces marques-là tu les retrouveras pas dans d'autres boutiques multimarques, mais par contre elles ont leur boutique en propre pour en fait avoir une vraie stratégie de branding, parce qu'en fait la boutique que tu as chez nous rue Sainte-Catherine ou à Lyon, je sais pas quelles sont les grandes rues ou quoi, assez puissant, et en fait tu te fais connaître aussi comme ça, et les gens après ils savent que tu es en ligne plus en magasin, quoi. Et c'est un réel
Et puis c'est un actif. C'est un actif différenciant et de confiance que tu peux faire voir sur ton site et t'en servir aussi pour tes communications. Toi, surtout pour les raquettes. Parce que, en fait, ce qui m'a fait penser à cette question, c'est de se dire aussi, aujourd'hui, quand on va acheter une raquette, bah, tu vois, par exemple, moi, j'en ai une là d'Esprit Padel, mais c'est parce que tu me l'as conseillé et que je te fais confiance, etc. Mais en vrai, bah, j'espère que quand même tu connais pas tous les clients et qu'ils t'appellent pas tous avant. Ouais, Geoffrey, faut que je prenne quelle raquette là, tu vois. Donc en vrai, quand tu sais pas, tu as envie quand même de l'essayer, de l'avoir en main, te faire conseiller par un vendeur. Donc du coup, est-ce qu'en fait, tu n'as pas peur que les gens, des fois, en fait, des fois, ça peut être, je suppose qu'il y a même des gens qui vont l'essayer en magasin et qui après peut-être viennent l'acheter chez vous parce qu'elle est moins chère ou quoi, tu vois. Mais il y a quand même besoin d'avoir peut-être un aspect physique, donc c'est peut-être pas idiot. Alors, nous, on est convaincus par le fait que... Un jour, il faudra le faire. Un jour, il faudra le faire. Si on pouvait le faire maintenant, on le ferait maintenant. Il se trouve que nous, les marques que tu as citées tout à l'heure, les Jimmy Fairly, Sandro, etc., c'est des marques, c'est pas des distributeurs. Les marques ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Et la notion de prix sur Internet n'est pas la même. Nous, on est challengé par les autres concurrents, les autres acteurs français, mais également italiens, espagnols, qui ont tendance à être hyper agressifs sur les prix. Et du coup, ce qu'on fait, nous, c'est que dans la mesure du possible, on essaie de s'aligner pour proposer les meilleurs prix possibles à la clientèle française et que les Français n'aillent pas acheter en Espagne ou en Italie. Et de ce fait-là, en fait, quand tu fais les calculs pour ouvrir un shop physique, ça te coûte quand même de l'argent. Et en fait, on a commencé à faire ces calculs-là et on s'est rendu compte que pour avoir une boutique qui est rentable, en tout cas ne perd pas d'argent, il faut faire un certain volume. Et ce volume-là, aujourd'hui, nous, on pense que c'est un peu compliqué, c'est un peu tôt pour le réaliser, pour avoir une boutique qui est pérenne dans le temps. Donc, c'est une bonne idée. On pense que c'est une bonne idée. On ira sûrement, on sera obligé d'y aller et on pense que ça va être un axe de développement qu'il va falloir aller prendre au bout d'un moment. Là, aujourd'hui, à court terme, à moyen terme, c'est pas les priorités. Ok. Non, mais je comprends. Du coup, je vais revenir sur les autres questions que j'avais en suspens. C'est juste que quand tu m'as parlé de Decathlon et tout, je me disais, il faudrait quand même que je pose la question. Juste pour revenir en fait sur les contenus, tu disais que tu le faisais 2 jours par mois. Que je me rende compte en fait en termes de quantité. Du coup, vous arrivez à tourner combien de vidéos, quel type de format, enfin, c'est quoi un peu les chiffres, genre est-ce que c'est 3-4 vidéos longues, même plus, X vidéos verticales, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, vous postez tous les jours, tous les 2 jours, c'est quoi un peu le stock que vous arrivez à faire? On fait à peu près 2 vidéos YouTube, vidéos longues du coup, entre 5 et 20 minutes, grosso modo. Et après, en short, on tourne peut-être une quinzaine de shorts. Ok. Grosso modo. Donc c'est quoi? Donc c'est-à-dire que pour les vidéos verticales, si vous en mettez une tous les 2 jours. Ouais. Et les vidéos longues, c'est une tous les 15 jours ou quoi? Oui, on essaie de faire ça. Mais c'est là où faut qu'on arrive faudrait faire plus, à s'améliorer pour faire beaucoup plus, essayer de condenser encore un peu plus la chose. Mais tu vois, 2 longues et 15 courtes. En 2 jours, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais il y a un gros boulot de préparation parce qu'il faut tout bien préparer, tout bien caler en amont pour que le jour où on arrive, tout soit calé. Là encore, il y a encore des moments où le jour J, il y a certaines vidéos qui sont préparées, d'autres un peu moins. Et du coup, il y a encore du boulot à faire d'ajustement le jour J, etc. Donc, ça qui est intéressant, il y a un axe d'amélioration hyper fort à aller chercher là-dessus. Et puis le contenu évolue aussi super vite de notre côté. On faisait un peu plus d'organique au début, maintenant on fait un peu plus d'ads, du coup c'est un peu différent. Avec les ads, il faut travailler les hooks, du coup c'est pas le même travail, la même préparation. On est en collaboration du coup avec celui qui nous gère les campagnes ads, alors qu'avant on n'était pas forcément en collaboration avec lui parce qu'on faisait surtout de l'organique. Donc voilà, on évolue un peu petit à petit, du coup il faut s'adapter et c'est pour ça que ça prend un peu de temps, quoi, tout simplement. Ouais, ok. Mais, et du coup, juste pour pareil, sur la partie influence, aujourd'hui, donc c'est vrai que vous bossez un peu en exclu avec des mecs comme Chiquitor et tout, qui est aujourd'hui qui est le number one sur Insta. Ça, c'est quoi, pareil, c'est quoi le but sur la suite? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez encore une fois accélérer? Est-ce que je sais pas, demain, le but, c'est de travailler avec 20, 50, 100 influenceurs? Après, je sais même pas si on a autant. Je pense pas qu'il y en a autant. Je pense pas qu'il y en ait autant non plus, mais c'est quoi, pareil, comment tu vois un peu l'évolution de ça? Je suppose qu'aujourd'hui, c'est difficile de traquer s'il y a un véritable ROI là-dessus. C'est un peu comme le SEO à court terme. Mais comment toi, ton instinct te dit quoi là-dessus? Alors effectivement, c'est assez compliqué à traquer parce que c'est essentiellement la notoriété, même si tu peux mettre des codes promo en place et puis suivre un peu les ventes.
mais il y a aussi pas mal de notoriété et d'image qui est faite avec ces influenceurs. Moi, je pense qu'en avoir beaucoup à terme, ce sera peut-être compliqué de le gérer, comme on en parlait hier. Je pense qu'il faut en avoir quelques-uns, mais quelques-uns qui soient bons. Bien activé, quoi. Exactement. Et essayer de bien bosser avec eux. Et d'avoir un pool de quelques influenceurs qui soient potentiellement les meilleurs et de bien bosser avec eux, bien les activer et potentiellement faire des événements, des vidéos avec moi en collaboration, des ads ensemble, voilà, potentiellement créer des événements avec eux, etc. Je pense que c'est là où on doit aller, là où on va aller, mais bosser avec tout le monde, pourquoi pas si tout le monde est chaud de bosser avec nous, mais à mon avis, c'est assez compliqué à faire, quoi, en tout cas aujourd'hui. Ok, on arrive vers la fin du coup de l'épisode. J'avais encore quand même quelques questions. Aujourd'hui, évidemment, il y a des concurrents en Ouais. ligne. Il y a des concurrents directs qui sont comme vous, qui sont revendeurs multimarques. Tu as la concurrence des sites de tennis, tu as Ouais. la concurrence des étrangers ou quoi. Aujourd'hui, comme ça reste encore un petit monde, ma question en fait que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce que vous vous parlez entre concurrents ou est-ce que, je ne vais pas dire que c'est la guerre, mais est-ce que non, plutôt vous vous ignorez ou quoi? C'est quoi un peu les bails là en ce moment? Ça dépend des concurrents. Il y en a certains avec qui on parle parce qu'on les voit à certains événements, on en profite, et d'autres avec qui on parle pas parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de les voir. On est en guerre avec personne, Ouais. en tout cas je pense pas. Euh, et Il y a quand peu de guerre, c'est encore un peu un monde de business le paddle, hein. Je pense parce que c'est encore petit. Dès lors que ça va devenir un peu plus gros, c'est peut-être que là que les petites guerres vont commencer ouais, à. ça commence, Ouais. il y a des petits coups, Ouais. qui sont lancés de temps en temps. Si, ça commence. Ça commence un peu, Oui, ouais. oui, oui. Après effectivement, après, c'est ta perception des choses par rapport à ça. Est-ce que tu es rancunier? Est-ce que tu vas de l'avant? Est-ce que tu passes à autre chose? Voilà. Mais il y a un marché, les gens le voient, les gens ont vu que le paddle se développe. Il y a pas mal de gens qui ont envie de se lancer. Et pour ceux qui se lancent, il y en a qui sont plus ou moins agressifs. Et si, il y a quelques coups bas, mais voilà, encore une fois, ça fait partie de tous les marchés. Et du coup, pour revenir à ta question, on se parle quand on a l'occasion de se parler. On n'est évidemment pas les meilleurs potes du monde, mais quand on se voit en salon, qu'on est invité par une marque à faire un événement ou quoi, on se parle, on échange les infos qu'on a échangées. On essaie de prendre les petites infos qu'on a à prendre auprès de tout le monde. Et voilà quoi. Donc, Ok, ça va pas plus loin quoi. non, ça va pas beaucoup plus loin. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Geoffrey. Est-ce qu'il y a peut-être un ou plusieurs sujets que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on a oublié d'aborder, des questions que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posées, hein? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas eu l'occasion de jouer ensemble. On aurait pu débriefer du score de notre partie si on avait pu jouer ensemble, mais ce sera l'occasion de Bah, se écoute, faire une partie. soit à Bordeaux, soit à Lyon, Ouais, quand l'un de exactement. nous deux Exactement. revient avec plaisir. Bon, il y a moyen que je prenne une route, ou alors peut-être on jouera peut-être plutôt ensemble. Je suis plutôt à gauche, toi, non? Plutôt à gauche, ouais. Plutôt à gauche? Exact. Ok, bah moi Genre de plutôt à droite, droite, donc ça va, tu toi, vois. t'es un peu le rameur à côté qui remet un peu toutes les balles. C'est ça, en fait. Moi, en fait, j'ai encore beaucoup de problèmes dans la finition. Par contre, Ouais, je suis un bosseur et j'ai des bonnes cuisses, quoi. Je suis bien ouais. baissé, quoi. Je suis au ras du sol. Je pense pas que j'aurais pu ramener ce qu'ils Que mettaient Shingoto a hier. ramené hier. Ah, mais c'est quand même des fois les monstres, quoi. Mais Ah, c'est comment ils dingue. font, quoi, pour aller chercher la balle, elle a ça du sol. Ouais, c'est impressionnant. C'était impressionnant. Ouais, c'est monstrueux. Mais bon, non, mais ça va quand même. Je suis quand même assez bon là-dessus. Mais tu vois, encore des problèmes de finition. Mais j'essaie de bosser pour que mon pote de gauche, Ouais, dès il qu'il est a une plus qu'à occasion, finir, ouais. il dégomme, quoi. Ouais, c'est le job du joueur de droite, hein, de bosser pour son joueur de gauche. Exactement, c'est un peu ça. Bon, on aura Si l'occasion seulement il d'en... pouvait faire la même chose dans le monde politique, mais bon, ça c'est encore un autre délire. Mais en tout cas, merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi, Hugo. Est-ce que, je sais pas, on ferait pas peut-être même un petit code promo pour celles et ceux qui écoutent? Carrément. Soit on en fait un qu'on invente, mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je pense à le mettre dans la description, ou alors faut que toi tu penses à le mettre en place. La chapelle, c'est ça? Bah, on peut peut faire faire un la truc, chapelle tout attachée. Ouais, la chapelle tout attachée. Ça donne quoi? Et ça donne... écoute, tu me prends un peu... tu me prends un peu... Un bon moins 80%. dépourvu. Qu'est-ce qu'on peut faire de pas mal? Qu'est-ce qu'on peut faire de pas trop mal? On va faire...
Hey, tu sais quoi, on va taper un peu. En plus, je crois qu'il y a pas mal de joueurs de paddle dans tes auditeurs. J'espère. Allez, on va faire moins 20% sur les 100 premières commandes qui sont passées avec ce code. Ok, donc le code La Chapelle, moins 20% sur tout le site, etc. Sur tout le site, exactement. Faudra qu'on pense à, du coup, à bien Moins le 20%, mettre dans la description. c'est beaucoup parce qu'on est déjà... Moins 20% en plus des meilleurs prix qu'on fait. Donc, on est déjà assez bas parce qu'on on s'aligne sur les petits concurrents, Ok. les confrères. Et du coup, moins 20% en plus, c'est beaucoup. Donc, Ok, profitez-en note à rapidement. Capucine, mettre bien le code La Chapelle qui donne moins 20% du coup en description, même si du coup les gens qui l'écoutent pourront directement aller taper, mais du coup c'est à toi du coup de bien penser à le dire à tes équipes pour le mettre en place. Ouais, Quoi. je vais le faire moi-même juste après. Ça marche, mais en tout cas, merci beaucoup Geoffrey, Encore je vais merci, faire une Hugo. petite mention les gars, je vais remercier l'agence Cosmos à Bordeaux pour encore une fois cet accueil supplémentaire dans leur studio. Le sponsor de l'épisode, je ne sais pas qui c'est, mais je l'embrasse. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, vous likez, vous commentez, vous abonnez surtout, hyper important. Si c'est en audio, vous mettez un petit 5 étoiles, ça prend 2 secondes, hyper important pour le référencement du podcast. Merci encore d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Bonnes vacances, bel été, bonne rentrée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que l'épisode sera diffusé, mais en tout cas, merci à tous et je vous embrasse. Ciao, ciao.